Il y a un adage qui dit que du ciel ne tombe que la pluie. Tout le reste n'est que l'œuvre de l'homme. Et elle l'a compris. Voilà pourquoi elle s'est engagée pour faire comprendre aux populations que la terre est précieuse. Et que pour atteindre un équilibre matériel et une paix intérieure, la terre mérite de reprendre sa place. Mesdames et messieurs, elle est psychologue, agroécologiste. Recevons Madame Ouattara Yvonne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voulais commencer par une phrase de Chimamanda Ngozi qui dit « Les mots peuvent insuffler le changement ». Je trouve que cette citation sied totalement avec la soirée d'aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que Chimamanda Ngozi dit « Tout le monde devrait être féministe ». Alors je suis Yvonne Ouattara, je suis psychologue et je me suis engagée depuis plus de longues années dans l'agroécologie. Alors, pourquoi avoir choisi l'agroécologie? Parce que ça me semble une évidence. Ça me semble normal dans un monde où nous avons d'énormes problèmes d'environnement, d'énormes problèmes de santé. Donc, pour moi, c'est une évidence que nous devons nous tourner vers l'agroécologie, que nous devons nous tourner vers la terre et reprendre soin de la terre. Pourquoi l'agroécologie? Parce que c'est un système. Écologie veut dire regarder ce qui se passe dans les relations entre l'environnement et les individus. C'est le moyen que j'ai trouvé pour construire un monde meilleur. Alors, je vais vous parler de l'aventure dans laquelle je me suis embarquée il y a une dizaine d'années, qui est la mise en place d'une ferme agroécologique qui se trouve à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi une ferme? Je ne suis pas agronome, je ne suis pas agricultrice, mais quand on m'a demandé de participer à cette aventure, je me suis dit que je pouvais y apporter quelque chose qui était mon histoire personnelle, qui était mon énergie, ma conviction. Je suis née dans un endroit où on pratiquait ce qu'on appelle maintenant le kilomètre zéro, c'est-à-dire que quand on devait manger une salade, on allait l'accueillir juste avant le repas. Nous avions un jardin à la maison, ce qu'on appelle le jardin créole, où on trouvait tous les gombos, les piments, les plantes médicinales, étaient les unes avec les autres, et chaque plante apportait à l'autre la ressource nécessaire. Donc je me suis dit, je suis capable de faire ça, et je vais le faire. Et ce qui a renforcé ma conviction, c'est que cet endroit où j'ai eu la chance de bénéficier de cette nourriture, de bénéficier de la générosité de la terre, actuellement est la première où on trouve nous avons le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde à cause de l'utilisation des pesticides. Des petites filles de 3 ans ont leurs règles, elles ont leur menstrue à cause des pesticides. Donc je me suis dit, ça suffit, ça peut me permettre d'aller vers cette aventure. Bien sûr, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, mais je me suis engagée avec d'autres personnes. C'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc je me suis engagée avec d'autres personnes. Et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés,
c'est que l'endroit faisait face à des problèmes de déboisement, des problèmes d'eau, des problèmes de main-d'œuvre, des problèmes de formation. Il y en avait. Et chaque fois que nous devions nous confronter à un de ces problèmes, nous étions tentés par le découragement. Alors, quelle action nous avons décidé de faire? Tout premier lieu, nous allons nous former. Et vous avez dû voir dans les vidéos qui passaient qu'il y a un centre qui s'appelle le centre Songhai au Bénin. Et donc, nous avons envoyé quelqu'un qui a pu bénéficier d'une formation au centre Songhai. Ensuite, il fallait des ressources. Donc, nous nous sommes mis au travail, nous. Quand je dis nous, je parle de mon époux et moi et d'autres personnes, pour pouvoir travailler et amener des ressources. Donc, chaque fois que nous avions une rentrée d'argent, c'était pour un pan de mur, un grillage, des arbres. Notre action, c'était le reboisement et la lutte contre la divagation des animaux. Donc, ça n'a pas été non plus une mince affaire de replanter des arbres et de faire face à cette divagation des animaux. Le problème suivant, c'était la maîtrise de l'eau. Nous sommes dans une zone où on est censé avoir de l'eau. Mais on avait un petit puits au départ, mais il faudrait pouvoir arroser les plantes, il faut pouvoir irriguer. Donc il fallait trouver des solutions pour pouvoir faire pousser des plantes. Alors en ce qui concerne la main-d'œuvre, nous avons observé autour de nous et la richesse que nous avions, c'était les groupements féminins. Des groupements féminins qui ont des savoirs locaux, qui ont cette organisation. Et nous avons commencé à travailler avec 2 groupements féminins. Actuellement, nous travaillons avec 6 ou 7 groupements féminins. L'autre défi, c'était, mais cette terre, elle est pauvre. Il n'y a rien sur cette terre. Vous n'allez rien pouvoir en tirer de cette terre. Regardez, c'est sec, etc. Donc, c'était aussi faire face à la manière dont les personnes percevaient le travail que nous voulions mettre en place. L'autre difficulté que nous avions, c'est que la faune et la flore avaient complètement disparu. Et pour vous donner un exemple, il y a 50 ans de ça, juste 50 ans, il y avait des grands animaux. Et quelqu'un me disait, mon père chassait le lion, il y a 50 ans de ça, là-bas. Il y avait des biches, etc. Et la personne me racontait que quand nous étions petits, que nous allions cultiver là-bas, nous devions faire le guet, parce qu'il y avait des troupes de singes qui nous guettaient eux aussi, et qui venaient casser les maïs, casser le petit mil. Donc il y a juste 50 ans, cet endroit était vraiment florissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons malmené, cette terre. Bien, donc, face à tout cela, nous avons pensé qu'il fallait avoir des alliés, qu'il fallait que nous puissions collaborer avec des personnes. Nous avons rencontré différentes personnes dans les environs, différents groupements villageois, différentes associations, et nous avons discuté et nous ont dit, nous n'avons pas d'école. Donc avec des amis, nous avons mis en place, qu'on fait construire une école, et nous avons commencé par mettre en place, je pense que c'était le premier village au Burkina, qui avait ce qu'on appelait les bisongos, ça veut dire les préscolaires, les maternelles. Et c'est un endroit où après, nous avons commencé à faire des discussions, des groupes de discussion, des sensibilisations sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, sur l'élevage, etc. Donc voilà les différents défis que nous avions devant nous. Nous avons actuellement mis en place plusieurs activités et nous avons eu la chance de rencontrer des personnes, des associations comme le Sénabio,
et comme Bioprotec. Et quand on rencontre des structures comme celle-là, on se dit, ah oui, mais nous ne sommes pas complètement fous. Ce que nous sommes en train de faire, ça a un sens. Il y a des personnes qui le font, nous avons des ressources. Et ces deux structures nous ont vraiment beaucoup appuyés, elles nous ont vraiment beaucoup encouragés, donné du conseil, donné de la formation au niveau de la ferme. Donc actuellement, dans la ferme agroécologique, Gurico, nous produisons des bananes, nous produisons du curcuma, nous avons planté des manguiers, des anacardiers. Nous avons rencontré beaucoup de défis, d'échecs aussi. Et ces échecs nous ont renforcés. Et un de nos échecs cuisants, ça a été la maraîchiculture. Nous avons essayé la maraîchiculture, mais ça n'a pas fonctionné parce que nous n'avions pas de semences locales. Nous n'avions pas encore à ce moment-là réussi à maîtriser l'eau. Et nous avons dû renoncer et nous tourner vers d'autres activités. L'autre défi que nous avons eu, c'est que les personnes avec lesquelles nous travaillons, il était important de les convaincre de la toxicité des produits chimiques. Et je me rappelle la première année, j'arrive et je vois des bidons de pesticides. Et je dis à la personne, mais pourquoi il y a ces bidons de pesticides? Elle me dit, ah non, c'est le petit Peul qui est venu, il avait mis son lait dedans, il buvait son lait dedans. Et en aparté, il me dit, mais tu sais, il y en a une attaque au niveau des plantes là, et on devait utiliser le poison du coton, c'est très efficace. Pour dire qu'on doit faire face aussi à convaincre des personnes qu'ils doivent changer. Et je dois vous dire que c'est quelque chose qui me bouleversait énormément, parce que j'ai eu des conséquences dans ma famille, là où j'ai grandi, des personnes qui sont mortes de cancer dû à l'utilisation de ces pesticides. Alors vous imaginez mes coups de colère quand j'entendais des choses comme ça, mais ça sert à quoi ces coups de colère? Ce qui est important, c'est de pouvoir faire, de pouvoir agir, de pouvoir démontrer que c'est possible, de démontrer qu'on peut faire des choses. Et les résultats, avec la persévérance, avec le temps, les résultats ont commencé à venir. Et je me souviens que lors de notre expérience sur la distribution de paniers de légumes bio sur Bobo Dioulasso, je recherchais des sacs biodégradables. Et à cette époque-là, à ce moment-là, c'était très difficile d'avoir des sacs biodégradables. Et j'ai cherché beaucoup et j'ai rencontré une personne qui me dit, oui, je peux vous faire ces sacs-là. Et on a beaucoup échangé sur ce que je faisais, ce que lui, il faisait. Et il me dit, mais je connais quelqu'un qui s'intéresse aux chenilles. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec Fasopro qui est une jeune entreprise burkinabé qui transforme les chenilles, qui les reconditionne, qui fait des produits absolument formidables sur les chenilles. Et nous avons commencé à collaborer. Et là, le travail a été vraiment passionnant avec les femmes avec lesquelles nous avons mis tout un programme d'abord avec de formation. Et au cours de cette formation, ce n'était pas forcément leur apprendre quelque chose. Elles aussi, elles avaient des savoirs à nous transmettre. Comme par exemple, pour avoir des chenilles qui soient vraiment délicieuses, il faut les faire dégorger dans le sable. Il faut savoir les mettre à telle quantité de soude ou de sel pour avoir une bonne conservation des chenilles. Donc, ces formations, c'était des formations très interactives, des échanges sur des savoirs. Ensuite, nous sommes appuyés sur l'organisation de ces groupements. Donc, ces groupements avec lesquels nous travaillons déjà, je vous le rappelle, dans la ferme, qui nous aidaient pour le sarclage, les semis, les récoltes, et qui nous ont donné beaucoup de leçons d'ailleurs, parce que je me souviens qu'à la fin d'une journée où nous avions sarclé pendant toute une journée, ça m'arrive aussi d'aller au charbon, il faut mettre la main à la pâte. Et à la fin de la journée, il y a la plus âgée qui commence à faire des pompes, des exercices. Elle me dit, oui, là, vous êtes des mauviettes, là. Moi, je peux encore sarcler tout le champ, si vous voulez.
Donc ces femmes, elles nous ont vraiment beaucoup appris. Donc ces groupements féminins ont une organisation, une structure, des savoirs, une énergie qui ont été vraiment très importantes dans l'organisation de ces collectes de chenilles de karité, du séchage de ces chenilles de karité, du transport de ces chenilles. Et ça fait plusieurs années. Maintenant, nous sommes à notre 3e, 4e campagne. Ce qui est important de savoir, c'est que ces femmes se lèvent très tôt le matin pour collecter les chenilles et que c'est une source de revenus pour elles. Elles améliorent leurs conditions de vie, qui leur permet d'améliorer la santé pour les enfants, la scolarité pour les enfants. Et certaines sont venues nous voir, particulièrement lors de la 2e campagne, en disant « Voilà le vélo que je me suis acheté ». Et c'était une fierté pour cette femme parce que c'est une autonomie pour elle. Elle peut maintenant vaquer à ses occupations, elle peut faire progresser ses affaires grâce à ce vélo. Donc ces femmes nous ont vraiment donné des leçons, de grandes leçons. Et l'étape suivante a été que nous avons eu la chance d'avoir, grâce à Fasopro et à la fabrique, une personne qui est venue, une entomologiste britannique, qui est une spécialiste des insectes que l'on mange, qui est venue faire sa thèse au niveau de la ferme. Donc pendant 3 ans, elle a été installée au niveau de la ferme et elle a entamé ses recherches avec l'appui de ces femmes. Donc ces femmes ont participé comme des assistantes de recherche avec elle. Elles ont transmis des savoirs et cette personne a appris énormément avec ces femmes. Et au mois de décembre, elle viendra restituer à la population les résultats de sa recherche. Et pour moi, c'est un succès formidable parce que lors de cette restitution, elle ne sera pas la seule à restituer les résultats de sa recherche, mais il va y avoir des femmes qui ont participé, qui vont être co-présentatrices de cette recherche. Donc c'est vraiment une valorisation du savoir local, du savoir de ces femmes. L'autre point important, c'est comment la terre et l'environnement nous donnent des leçons. Nous avons observé, il y a à peu près 2 ans, nous étions envahis par les essaims d'abeilles sauvages. Et nous nous sommes dit, tiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit dans l'environnement. Nous avions un peu plus d'eau, nous avions réussi à avoir un forage, donc plus d'accès à l'eau. Il y a une amélioration de la faune et de la flore. Et donc, du coup, nous nous sommes dit, voilà, le message est clair, il faut nous mettre à l'apiculture. Et ce n'est pas mon ami Désiré qui dira le contraire. Donc, nous sommes très jeunes là-dedans et nous sommes à notre 2e récolte de miel. Alors, l'autre résultat qui pour nous est vraiment formidable, c'est que ce que nous recevons comme réaction. Je discutais avec quelqu'un qui me dit « Ah, mais je comprends maintenant où vous voulez en venir. Je ne comprenais pas du tout ce que vous disiez quand vous parliez de feuilles de tabac, de graines de Nîmes, je ne comprenais pas ce que vous disiez. Mais vraiment, je vois ce que vous êtes en train de dire. Et je comprends ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, je vous encourage. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction quand nous entendons ça de la part de groupements, de paysans, de personnes qui travaillent à côté de nous. L'autre résultat qui est absolument fantastique et qui nous envoie un message très fort, la terre nourricière, la terre qui nous nourrit, quand on prend soin d'elle, elle nous le rend. Alors, quelquefois, avec un clin d'œil, par exemple, nous avons été visités par un boa qui est venu s'installer dans notre poulailler, qui nous a mangé quelques poules. Mais ça veut dire que la faune est de retour. Donc, nous avons des boas, nous avons des hiboux blancs,
Nous avons des perroquets, des perdrix, des écureuils, des tortues. Et c'est vraiment absolument fantastique. Vous vous asseyez et vous voyez toute cette faune qui est en train de renaître. Nous avons même des éléphants qui sont venus, parce qu'on a une petite rivière. Et en discutant avec un des vieux du village à côté, il me dit, mais vous saviez, ici, c'était leur territoire. Et ils sont revenus. 2 années de suite, nous avons eu la visite des éléphants. Alors, peut-être qu'on va voir celle des lions aussi. On l'espère, mais bon, ça ne va pas être facile à gérer. Donc, pour dire que malgré toutes les difficultés, malgré tous les commentaires désobligeants, désagréables, le scepticisme, nous voyons que l'environnement est en train de renaître. Nous avons des espèces qui sont, grâce à la lutte contre la divagation des animaux, qui viennent brouter, qui empêchent. Alors, nous avons plein de tambacumba qui avaient quasiment disparu dans la zone, nous en avons plein. Et vous savez que les graines sont très, très, très riches en vitamine C. Et donc, c'est une ressource extraordinaire. L'autre résultat qui est extraordinaire aussi, c'est que dans le village à côté qui s'appelle Barré, nous avons 2 agriculteurs qui se sont mis à l'agriculture bio et qui sont dans un processus de certification. Ils sont même en train de réorganiser la distribution de paniers de légumes bio au niveau de Bobo-Dioulasso. Parce que je me souviens, il y a quelques années, on me disait « Oh, le bio, ce n'est pas pour le Burkinabé commun. Le bio, c'est pour une certaine classe sociale. » Et je me souviens, je discutais avec Martine de Bioprotec. Je disais, mais pourquoi le bio serait-il pour une certaine classe sociale? Le bio, c'est pour tout le monde. C'est une nécessité. Tout le monde doit avoir accès. Donc, on doit avoir toutes sortes de fruits, de légumes et accès à tout le monde. Donc, qu'on puisse de nouveau organiser la distribution de ces paniers à Bobo, pour moi, c'est vraiment un succès. Et je viens d'apprendre qu'il y a eu une réunion de plusieurs agriculteurs qui sont aux environs de la ferme, avec lesquels il y a eu une discussion sur des questions de terre, de ce qu'on va faire avec la terre. Il y a eu les prémices de formation, de sensibilisation sur le bio. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, mais bon, on a mis 10 ans pour obtenir ces quelques résultats, donc nous avons espoir que ça va vraiment donner quelque chose. L'autre aspect qui est vraiment un réconfort pour nous, c'est que ces femmes, individuellement, qui sont dans des groupes, ont changé leur vie, ont amélioré leur vie. Et je pense, je voudrais ici parler de Bintou, que vous ne connaissez pas, mais qui est une femme formidable, qui m'a vraiment appuyée, épaulée lors de la première campagne de collecte des chenilles. C'était elle l'organisatrice, c'était elle qui comptabilisait, qui allait discuter avec les groupements. Et c'est quelqu'un qui a développé son activité et qui a développé ses connaissances. Elle transmettait des informations aux femmes, elle se déplaçait. Je voulais aussi parler de Sita. Sita, qui est maintenant la présidente d'un groupement qui se trouve à 3 km. Et Sita s'occupe du préscolaire. Donc, elle est animatrice au préscolaire, elle est présidente d'une association et elle aussi, elle est très engagée dans la collecte de carité, mais particulièrement au niveau du carité. Voilà. Donc, tous ces résultats nous disent que, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes vraiment en train de construire un monde meilleur. Merci.